Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 9 février 2022. Dans les actualités de ce jour, commençons par cette tournée du président de la République dans la région Haute-Matiach. Le couple présidentiel est arrivé à Fenaransu cet après-midi après avoir visité Farafangan. Le président de la République et son épouse poursuivent leur visite pour être au chevet des sinistrés du passage de cyclone Batsraï. Leur visite a commencé à Haute-Matiach dans le lycée de Rairvé, Louramamouz, qui a eu de graves séquelles de ces intempéries. Cet établissement sera complètement rénové étant donné qu'il fait partie des établissements leaders dans la région. Le président de la République a aussi apporté des solutions sur les problèmes de bourse des étudiants à Anjanzat. Il a martelé l'importance de l'entraide en cette période de sinistre. Reportage de Jodikel Rangenirine et Andora Zajaïpi. Des constructions solides et durables, c'est ce que mérite ce lycée, selon le président de la République, suite au passage du cyclone Batsirai qui a laissé des graves séquelles. Cet établissement scolaire sera complètement rénové. Il fait partie des établissements modèles depuis 1961. Une rénovation complète car il sera également doté de matériels informatiques au nombre de 20 pour les enseignants. Les chaises seront changées en chaises Manara Pinch. Les enseignants FRAM qui ont des diplômes de licence seront recrutés en tant que fonctionnaires. Les bureaucrates seront recrutés au fur et à mesure et bénéficieront d'aides venant de l'État. L'université d'Anjainzat a aussi eu de graves séquelles de ces intempéries. Environ 500 étudiants sont sinistrés. Le président de la République est venu les voir, les écouter et apporter des solutions à leurs problèmes, notamment le manque de logement, le problème des bourses. La visite du couple présidentiel dans la région Haute-Matiach s'est poursuivie au gymnase Ambatoumine. Ils ont rencontré les 450 sinistrés. Le couple présidentiel s'est mis au travail journalier avec le FID. Ils reçoivent 5 000 lariars de salaire tous les jours pendant 20 jours et actuellement, ils bénéficieront d'aide financière de 100 000 lariars avec le PAC Vatsinzu. Le président de la République s'est également tourné sur les élus et les autorités locales. Il a rappelé les responsabilités de ces derniers, surtout pour le peuple en cette période de cyclone. L'association Fiti de la première dame, Madame Yal Radzouil, participe également aux aides des sinistrés à Fenaransu. Le couple présidentiel a également distribué des repas chauds aux sinistrés. Poursuivons toujours cette visite du président de la République et son épouse. Les travaux de réhabilitation des dégâts causés par le cyclone seront accélérés selon le président de la République aujourd'hui à Mbalava, région Haute-Matiach. Ce cyclone est parmi les cyclones les plus intenses et a laissé d'énormes séquelles dans leur localité selon les habitants. Parmi ces dégâts, la coupure du pont de Yarinsen sur la RN7 qui est ouvert aujourd'hui après la fin des travaux. Toujours un reportage de Jodikel Rangenirine et Andora Zajaïpi. Ce pont d'Yartsin en Balavao est impraticable depuis lundi. Une partie a été emportée par le cyclone. Cette coupure a rendu l'aide aux sinistrés dans le sud difficile car le soutien comme les vaccins destinés aux sinistrés ont été bloqués et ont pris du retard. Le camion de la Jirama qui a apporté les matériels a connu le même sort. Le président de la République a émis des consignes pour établir au plus vite la circulation, ce qui a été chose faite ce jour après 8 heures de travaux. Le président de la République a affirmé que la réhabilitation de ces infrastructures emportées par ce cyclone doit être priorisée, comme le PP de Talatanapan où sont inscrits 700 élèves. Le président de la République n'a pas omis d'apporter des aides pour combler le manque suite à ces intempéries. Dans un tout autre sujet maintenant, mais toujours dans le cadre présidentiel, les travaux de construction des voies et de l'avenue cœur de la nouvelle ville Tanamasoinj, mais aussi de la cité ministérielle ont déjà débuté à Tsimabeoum et Mirtiatousk. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est descendu sur les lieux avec le gouverneur de la région Itas aujourd'hui pour voir le déroulement des travaux et donner des consignes aux entreprises en charge des travaux. Pour cette première
étape, seuls les terrains appartenant à l'État y sont utilisés selon les explications. Reportage sur les images de Nzara Ranjanso. Nous sommes au centre de la nouvelle ville de Tanamaswanj, un projet présidentiel. Les travaux de traçage et terrassement des voies ont déjà commencé. Le terrassement de l'avenue qui sera le cœur de cette nouvelle ville a aussi débuté. Selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, cette avenue qui traverse la nouvelle ville mesure 3,7 km. De chaque côté seront érigées des zones industrielles, des marchés et diverses infrastructures, mais surtout la cité ministérielle qui est déjà en cours de construction actuellement. Cette nouvelle ville est une solution à long terme pour désengorger la capitale d'Antananarive, selon toujours le secrétaire d'État. Antananarive a montré depuis ces derniers jours qu'elle est saturée. L'accroissement de la population, les remblais, les inondations et autres, tout cela fait qu'Antananarive ne peut plus accueillir encore davantage de population. Une raison pour laquelle la nouvelle ville est primordiale et doit être construite au plus vite. Pour cette première étape de la construction, seuls les terrains de l'État seront utilisés. L'État ne touchera aux terrains appartenant à des particuliers quand toutes les procédures pour leurs indemnisations seront effectuées. Aujourd'hui, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avec le gouverneur de la région Itas sont venus visiter le chantier de la nouvelle ville Tanamaswanj. Dans la page politique de ce jour, un membre d'un parti politique doit respecter la discipline de son parti politique. Des concertations et des consultations devraient avoir lieu avant de s'exprimer sur un sujet qui concerne le pays, selon le secrétaire national du parti politique TGV aujourd'hui, suite aux déclarations d'un député membre de ce parti qui remet en question ses convictions envers son parti. Le bureau national devra se concerter sur son cas avant qu'une décision soit prise. Néanmoins, le parti prône encore le dialogue avant toute décision radicale, selon toujours le SN du parti TGV. Concernant ces déclarations de ce député en question, le secrétaire national affirme que des budgets sont déjà alloués pour chaque projet et l'État priorise chaque projet selon son degré d'importance. Ainsi, le téléphérique est important car il solutionne le problème de la circulation dans la capitale. Et dans la page fait divers de ce jour, partant à Anzouzourbe, une mère de famille avec son enfant de 10 mois aurait été kidnappée dans le district d'Anzouzourbe. Une rançon de 30 millions d'ariars a été demandée à son grand-père. Suite à l'enquête menée par la gendarmerie, cette dernière a découvert qu'il s'agit d'un simulacre organisé par cette mère de famille, même avec son mari, pour pouvoir estorquer cette somme à son grand-père. Les détails avec Fiti Merkoufène et Ijanel. Le 30 janvier 2022, vers 7 heures, le grand-père de cette mère de famille a reçu un appel téléphonique émanant d'un numéro inconnu. Cet appel disait que sa petite-fille et son arrière-petite-fille de 10 mois ont été enlevés par des individus non identifiés. Ces derniers lui réclament une somme de 30 millions d'ariars. Il n'a pas vraiment cru à cet appel étant donné que les personnes soi-disant enlevées venaient de lui rendre visite le même jour. Mais les soi-disant ravisseurs l'ont encore appelé le 31 janvier 2022 pour confirmer la menace avec la voix du bébé enlevé comme preuve à l'appui. Il a ensuite alerté le poste avancé de gendarmerie d'Ambouibar-Vouilin. Le commandant de brigade d'Ambatumanoïn a mené des investigations et à travers l'analyse de plusieurs réquisitions téléphoniques, il s'est avéré que le mari de cette femme était en contact permanent avec son épouse, soi-disant enlevée. Le mari, de son côté, a aussi vivement conseillé au grand-père de sa femme de payer le plus rapidement possible la somme d'argent demandée. Une menace rendue possible grâce à l'aide de leurs servants. La mère de famille a par la suite avoué qu'elle était impatiente de recevoir son héritage, mais également qu'elle était frustrée du partage inégal de son grand-père. Bien qu'aucune somme n'a été payée, une telle action est sanctionnée par la loi, explique le commandant de la compagnie, car elle trouble l'ordre public.
Revenons à présent dans la capitale. Les travaux de réhabilitation des rues de la capitale initiés par la région Analamang ont débuté aujourd'hui. Pour cette première partie, 3 axes ont été priorisés, dont celui d'Ampeflou menant aux 67 hectares jusqu'à Ndoutapenak. Les engins de la région Analamang ont été déployés selon les consignes du président de la République, d'après les explications du gouverneur de la région aujourd'hui. Reportage signé Aniana Martina et Depuis ce matin, les engins de la région Analamang ont été déployés dans plusieurs quartiers. Ici, aux 67 hectares, les travaux ont commencé avec les réparations des nids de poules. Il s'agit d'une réhabilitation pérenne, d'après le gouverneur de la région Analamang, Erasomarmak, ce jour. En effet, une organisation a été faite au niveau du ministère des Travaux publics, la commune urbaine d'Antananarivo et la région Analamang. À cet effet, les réhabilitations des rues de la capitale ont été divisées en 3 parties, attribuées à chacune de ces 3 entités. Pour la région Analamang, ce sera l'axe Ampeflou, 67 hectares et Ndoutapenak. Des appels d'offres ont également été lancés au niveau du ministère des Travaux publics, d'après toujours les explications. Dans un tout autre sujet, le Sénat de Madagascar a procédé aujourd'hui au reboisement de 40 000 jeunes plants sur une superficie de 40 hectares dans la commune rurale de Taramassoin, du district d'Ankazbe. Il s'agit d'un grand projet mené actuellement par le Sénat en vue de lutter contre le dérèglement climatique et par extension pour restaurer la couverture forestière de Madagascar. Cette reforestation est également la suite de la déclaration du président de la République lors de la COP26 tenue l'année dernière à Glasgow, en Écosse. Les détails avec Mirvoula Tsveren. De vastes superficies dans la commune rurale de Tsaramanjous peuvent être reboisées dans le cadre de la reforestation. C'est la raison pour laquelle le Sénat de Madagascar a choisi cet endroit pour son grand projet de reforestation. Le terme utilisé par le Sénat est la reforestation, du fait qu'en temps des attaques de militaires du temps de la colonisation, cet endroit avait servi de passage et pour pouvoir passer facilement, ils y coupèrent toutes les arbres. Donc l'esprit de ce reboisement de grande envergure est de repeupler la surface déboisée. Les sénateurs et la grande famille du Sénat de Madagascar, appuyés activement par les élèves de la Cisco d'Akazbe, et des femmes locales ont procédé ce jour à cette action civique et écologique à Nkazbe. Plus de 40 000 jeunes plants ont été mis en terre sur une superficie d'environ 35 hectares. Ce projet est le fruit de partenariats publics et privés. Ce n'est que le début d'un projet d'envergure selon le président du Sénat, Herman Narazafmaev. À noter que des membres du corps diplomatique ont été présents à Akazbe pour contribuer au reboisement. Dans la foulée, le président du Sénat appelle tout un chacun à participer aux reforestations afin d'atteindre les objectifs majeurs de la lutte contre le dérèglement climatique et le défi de reverdir Madagascar. Le président de cette institution a également lancé un appel aux responsables concernés par les rembris d'appliquer la tolérance zéro afin d'éviter les sinistres causés par la montée des eaux, comme ce qui s'est passé dernièrement. Voilà pour ce qui est des actualités locales. Passons à présent à l'international. Face à la détermination des manifestants qui bloquent le centre de la capitale, Ottawa, depuis plus de 10 jours, un mouvement semblait s'engager mardi au Canada pour assouplir les restrictions sanitaires contre le Covid-19 parmi les plus strictes au monde. France 24 nous en dit plus. C'est un axe stratégique. L'Ambassador Bridge, le pont le plus fréquenté entre le Canada et les États-Unis. 8000 camions le traversent en moyenne chaque jour. Son blocage par les manifestants anti-vax est donc une menace pour le commerce du pays. Depuis 10 jours, entre 350 et 500 camionneurs paralysent le cœur névralgique de la ville d'Ottawa. Ils demandent au gouvernement la fin des restrictions sanitaires anti-Covid et l'arrêt de l'obligation vaccinale pour les chauffeurs qui empruntent le pont chaque jour. Porter un masque n'a aucun sens. Aucune de ces lois, de ces petites règles ne fonctionne. Toutes ces mesures sont désormais hors de contrôle. Les syndicats de camionneurs ont pris position contre le blocage. Mais les protestataires, eux, sont bien décidés à rester coûte que coûte.
Je crois que c'est mon 11e jour de manifestation. Allez-vous continuer? Eh bien, filmez mon camion. Vous voyez, il n'y a plus de pneus. Donc, qu'est-ce que ça vous indique? Après avoir décrété l'état d'urgence dans sa ville, le maire d'Ottawa a demandé l'envoi de 1800 policiers supplémentaires. De son côté, le Premier ministre canadien demande l'arrêt de la mobilisation. Tout le monde en a marre des confinements, des mesures, des sacrifices que nous devons faire. Mais les Canadiens se sont mobilisés au cours des 2 dernières années. Dans la capitale fédérale, plusieurs commerces ont dû rester fermés temporairement. Les habitants, eux, sont partagés sur le bien fondé du mouvement. En démocratie, toute personne a le droit d'avoir une opinion différente et de l'exprimer. Maintenant, là où ça commence à poser un petit problème, c'est à partir du moment où la liberté de certains commence à empiéter sur la liberté des autres. La police d'Ottawa, critiquée pour n'avoir pas su prévenir la paralysie, empêche depuis dimanche le ravitaillement des protestataires en carburant. Et plusieurs milliers de partisans de la gauche en Argentine ont défilé mardi à Buenos Aires pour dénoncer l'accord conclu entre le gouvernement de centre-gauche du président Alberto Fernandez et le Fonds monétaire international sur le remboursement d'un prêt de 44 milliards de dollars. France 24. L'artère principale de Buenos Aires, entièrement investie par les manifestants. Des milliers de partisans de la gauche argentine crient leur opposition à l'accord passé entre le FMI et leur gouvernement pour rééchelonner une dette colossale, 44 milliards de dollars. Et pour eux, ce n'est pas aux citoyens de payer la facture. Tout cela n'a rien à voir avec les besoins des travailleurs et du peuple. Tout cela ne sert qu'à payer une dette illégitime, impossible à rembourser, que le gouvernement a choisi de payer alors qu'il ne reste rien. Avant la ratification, le texte doit passer l'étape du Parlement, où le gouvernement ne dispose pas de majorité absolue. Dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, cet énième accord est celui de trop. En 60 ans, les gouvernements successifs ont déjà sollicité à plus de 20 reprises l'aide du FMI. La dernière fois, c'était en 2018, sous l'ère du président libéral Mauricio Macri. Qui est l'escroc ici? C'est Macri avec sa dette de 44 milliards. Tout cet argent a disparu comme par magie. Et maintenant, ils veulent que ce soit le peuple qui rembourse. L'accord prévoit de rééchelonner le remboursement de la dette jusqu'en 2036, de réduire le déficit public et de contrôler l'inflation. Le président Fernandez assure que ces mesures n'affecteront pas les dépenses sociales ni la croissance économique. Mais le gouvernement peine à freiner l'inflation, 51% en 2021, impactant directement la vie des Argentins, déjà fortement touchés par la contraction de l'économie liée à la pandémie. Éviter une guerre en Europe, la France, l'Allemagne et la Pologne ont affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d'Emmanuel Macron qui assure voir des solutions concrètes à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine. France 24 toujours. Mardi soir à Berlin, l'image d'une Europe soudée face à la crise. Aux côtés du président polonais, le chancelier allemand et Emmanuel Macron ont appelé à l'apaisement des tensions autour de l'Ukraine. La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor et nous considérons que notre devoir est de tout faire pour le préserver. La deuxième chose, c'est consolider et défendre à chaque instant l'unité des Européens et des alliés. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel und würde weitreichende Konsequenzen für Russland nach sich ziehen. Pour le président français, ce déplacement à Berlin conclut 2 jours de négociations intenses pour éviter un conflit meurtrier. Le matin même, à Kiev, il négociait avec son homologue ukrainien. Objectif : apaiser les tensions via l'application des accords de Minsk signés en 2015, censés mettre fin au conflit dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Mais avant cela, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky attend un signe du président russe. В принципі, слова, я не дуже словам довіряю, тому я вважаю, що у кожного політика відкритість в конкретних кроках. В нашому випадку це кроки щодо деескалації. En clair, Kiev attend de voir si Moscou va retirer les quelques 100 000 soldats russes déployés à la frontière ukrainienne. Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron lundi, Vladimir Poutine était resté mutique sur la question.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.